Chérie, tu ne vas pas goûter le dîner que j'ai préparé spécialement pour toi? M'a demandé ma femme, Vanessa, avec un sourire qui ne correspondait pas à l'étrange lueur dans ses yeux. J'étais assis à la table de notre maison à Seattle, observant l'assiette fumante de ragoût de bœuf devant moi. L'odeur était intense, presque médicinale, masquée par des herbes que Vanessa n'utilisait jamais dans sa cuisine. Mon estomac s'est retourné, mais pas à cause de la faim. Je m'appelle Ryan, j'ai 32 ans, et à ce moment-là, je me demandais si ma propre femme essayait de m'empoisonner. Cela semble fou, je sais. Mais après 4 ans de mariage et une série d'accidents, de plus en plus suspects ces derniers mois, j'ai appris à me fier à mon instinct. Et tous me criaient de ne pas toucher à cette nourriture. J'attends l'arrivée de Jason, ai-je répondu calmement en regardant ma montre. Tu sais à quel point mon frère est contrarié quand on commence à manger sans lui. Le sourire de Vanessa a vacillé pendant une fraction de seconde. Ses doigts ont serré le manche du couteau à côté de son assiette. Jason, tu ne m'avais pas dit qu'il venait aujourd'hui. Je t'en ai parlé hier matin, mentis-je sans difficulté. En réalité, j'avais appelé mon frère seulement 20 minutes auparavant pour lui demander de venir de toute urgence. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. Vanessa se leva brusquement, ses talons au claquant sur le parquet, tandis qu'elle se dirige vers la fenêtre. À travers le reflet dans la vitre, je peux voir sa mâchoire crispée, ses épaules raides sous la robe rouge qu'elle porte. Rouge. La même couleur qu'elle portait lorsque j'ai rencontré Blake, mon associé et meilleur ami depuis l'université. Blake, qui apparaissait désormais de plus en plus souvent dans nos conversations. Blake, dont je détectais le parfum coûteux sur la peau de Vanessa lorsqu'elle revenait de ses cours de pilates, qui ne la laissait jamais en sueur. Blake, qui m'avait offert un verre au bureau 3 semaines auparavant et qui m'avait rendu malade toute la nuit. Je n'avais pas encore de preuves concrètes. Mais j'avais des observations, des schémas, et un pressentiment qui me brûlait la poitrine comme de l'acide. La sonnette a retenti, coupant court à l'attention. Vanessa a fait demi-tour, son visage affichant un mélange de frustration et de panique avant de remettre son masque d'épouse aimante. « Je vais ouvrir », ai-je annoncé en me levant de ma chaise. Jason se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtu de sa veste en cuir et arborant cette expression confuse de quelqu'un qui a été arraché de chez lui sans explication. À 28 ans, mon petit frère avait l'air insouciant de quelqu'un qui travaille comme musicien indépendant, mais ses yeux bleus étaient perçants lorsqu'ils ont croisé les miens. Il a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. « Ryan », dit-il à voix basse, tandis que je le tirais à l'intérieur. « Que se passe-t-il » ? « Plus tard, murmurai-je. Pour l'instant, fais-moi juste une faveur et accepte tout ce que je t'offre. Nous retournâmes dans la salle à manger, où Vanessa avait déjà mis une 3e assiette sur la table. Son sourire était de retour, mais il y avait une raideur dans ses mouvements que je n'avais jamais remarquée auparavant. Ou peut-être n'y avais-je tout simplement jamais prêté suffisamment attention. « Jason, quelle merveilleuse surprise !» dit-elle d'une voix trop chantante. « J'ai mis un couvert pour toi aussi. »« Merci, Vanessa », répondit Jason en s'asseyant à côté de moi. « J'adore ton ragoût. » Je poussai mon assiette vers lui. « En fait, pourquoi ne prends-tu pas le mien? Il est plus rempli. Je vais me servir dans la casserole. » Le silence qui suivit ne dura que 3 secondes, mais sembla une éternité. Vanessa resta complètement immobile, les yeux fixés sur l'assiette qui se trouvait désormais devant Jason. « Non », dit-elle soudainement, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. « Non, Jason, cette assiette n'est pas bonne. Laisse-moi t'en préparer une nouvelle. » Elle s'avança pour prendre l'assiette, mais Jason avait déjà levé sa fourchette. « C'est très bon, Van. Je meurs de faim. » Non. Mais il avait déjà mis la première bouchée dans sa bouche. Vanessa devint blanche comme un linge. Sa main se porta à sa bouche et pendant un instant, je crus qu'elle allait vomir sur place. Je regardai mon frère mâcher lentement, son visage changeant d'expression à mesure qu'il découvrait le goût. « Ça a un goût bizarre, » dit Jason en fronçant les sourcils. « C'est comme amer et un peu métallique ?» Il reposa sa fourchette dans son assiette et regarda Vanessa. « Tu as ajouté un nouvel assaisonnement. » Vanessa ne répondit pas. Elle regardait Jason avec une horreur absolue, comme si elle voyait un fantôme. Ou un homme mort. C'est à ce moment-là que tout s'est mis en place. Ce n'était pas de la paranoïa. Ce n'était pas une coïncidence. Ma femme essayait vraiment de me tuer. Et je venais de servir le poison à mon frère. L'horloge murale indiquait 19h43 lorsque Jason fut pris de sa première convulsion. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir ce qui se passe lorsque la vérité la plus sombre est révélée. Mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait se passer dans les heures suivantes, lorsque j'allais découvrir non seulement ce que Vanessa avait mis dans ce repas, mais aussi pourquoi elle voulait me tuer de manière si urgente.
Et la réponse était beaucoup plus proche que je ne l'aurais jamais imaginé. Le spasme a commencé par un léger tremblement dans la main droite de Jason. Puis ses doigts se sont contractés, faisant tomber la fourchette qui s'est écrasée sur l'assiette dans un bruit métallique qui a résonné dans la salle à manger silencieuse. « Ryan » a-t-il dit d'une voix rauque. « Je ne me sens pas bien. » Vanessa resta figée à côté de la table, les yeux écarquillés, fixant mon frère comme si elle assistait à un accident de voiture au ralenti. Je pris immédiatement mon téléphone portable. J'appelle le 911. « Non !» cria Vanessa en se levant si brusquement qu'elle renversa sa chaise. « Non, Ryan, ce n'est pas nécessaire. Il exagère, c'est tout. Il a toujours été dramatique avec la nourriture. » Jason se pencha en avant, pressant son estomac de ses deux mains. Des gouttes de sueur commencèrent à perler sur son front. « Van, qu'est-ce que tu as mis dans ce plat ?» Elle ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, cherchant des mots qui ne venaient pas. Ses yeux parcoururent frénétiquement la pièce, comme un animal acculé cherchant une issue. C'est à ce moment-là que tout ce que j'avais ignoré au cours des 6 derniers mois s'est cristallisé dans une douloureuse évidence. Les « accidents » n'étaient pas des accidents. Il y a 6 mois, après un dîner préparé par Vanessa, j'ai passé 3 jours à l'hôpital pour une intoxication alimentaire grave. Les médecins ont dit que c'était probablement dû à de la viande mal cuite, mais je me souvenais clairement avoir demandé un steak bien cuit. Il y a 4 mois, j'ai failli avoir un accident de voiture lorsque les freins ont mystérieusement lâché. Le mécanicien a déclaré que la conduite de frein avait été coupée, mais il a attribué cela à un défaut de fabrication. Il y a 2 mois, j'ai développé une grave réaction allergique à un nouvel assaisonnement que Vanessa avait utilisé dans la sauce pour les pâtes. Je n'avais jamais eu d'allergie avant ce jour-là. Et il y a 3 semaines, Blake m'a offert cette boisson au bureau qui m'a fait vomir toute la nuit. Blake. Mon meilleur ami depuis l'université. Mon associé depuis 8 ans dans notre société de conseil financier, Miller et Associates. Blake, qui m'a récemment suggéré d'ajouter Vanessa comme bénéficiaire d'une nouvelle police d'assurance vie de 2 millions de dollars. Blake, dont j'ai vu la voiture garée dans ma rue à 3 reprises alors qu'il était censé être en voyage d'affaires. Blake, dont le parfum coûteux imprégnait les draps de mon propre lit lorsque je suis rentré de manière inattendue d'un voyage d'affaires il y a 2 semaines. Vanessa, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. Qu'avez-vous mis exactement dans ce ragoût? Elle a reculé jusqu'à toucher le mur, les mains tremblant violemment. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce n'est que de la nourriture. Jason a peut-être mangé quelque chose de périmé plus tôt. Jason gémit, se courbant davantage. Sa peau devenait pâle, presque grise. Je pris l'assiette qu'il avait mangée, la reniflant prudemment sans la laisser toucher mon visage. Sous l'arôme de la viande et des herbes, il y avait quelque chose de chimique. Quelque chose qui n'appartenait pas à la nourriture. Mon téléphone était déjà dans ma main lorsque la porte d'entrée s'ouvrit. Blake entra comme s'il était chez lui, tenant une bouteille de vin rouge coûteux et arborant ce large sourire que je connaissais si bien. Son sourire se figea lorsqu'il vit la scène. Jason plié en deux sur la table, Vanessa adossée au mur, les larmes coulant sur son maquillage parfait, et moi tenant l'assiette de nourriture empoisonnée. « Ryan », dit-il lentement en posant la bouteille de vin sur la table d'appoint. « Que se passe-t-il ici ?» L'hypocrisie de la question aurait été comique si mon frère n'avait pas été en sueur et tremblant à moins d'1 mètre de moi. « Tu as maintenant la clé de ma maison ?» demandai-je d'une voix dangereusement basse. Blake regarda Vanessa, qui détourna rapidement les yeux. Très rapidement. « Vanessa m'en a donné une copie il y a quelques mois, » répondit-il avec cette aisance répétée de ceux qui mentent professionnellement. « Pour les urgences. Tu sais, tu voyages tellement pour rencontrer des clients. »« Les urgences, » répétai-je, le mot amer sur ma langue. Jason poussa un son étranglé, ramenant mon attention sur lui. Sa respiration devenait irrégulière, superficielle. J'ai appelé le 911 avant que l'un d'eux ne puisse m'en empêcher. J'ai besoin d'une ambulance. Mon frère a été empoisonné. Vanessa sanglota bruyamment, glissant le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol, les genoux repliés contre sa poitrine. Blake fit un pas vers moi, les mains levées dans un geste apaisant que je l'avais vu utiliser 1000 fois lors de négociations difficiles. « Ryan, mec, tu exagères. Personne n'a été empoisonné. C'est probablement juste une intoxication alimentaire banale. Comme cette intoxication alimentaire banale que j'ai eue il y a 6 mois. » demandai-je, en tenant le téléphone contre mon oreille tout en répondant aux questions de l'opératrice. Ou comme cette boisson que tu m'as offerte il y a 3 semaines et qui m'a rendu malade pendant 2 jours. Blake pâlit. Pendant une seconde, son masque d'amicale préoccupation glissa, révélant quelque chose de froid et de calculateur en dessous. « Tu es confus, dit-il,
mais sa voix avait perdu son assurance habituelle. Le stress du travail te rend paranoïaque. Je ris, d'un rire sec et sans humour. Paranoïaque. C'est drôle que tu utilises ce mot. Parce que ces derniers mois, chaque fois que je mentionnais que je me sentais bizarre ou que je soupçonnais quelque chose, toi et Vanessa utilisiez exactement ce terme. Paranoïaque. Comme si vous vous étiez mis d'accord. Le silence qui suivit ne fut interrompu que par la respiration difficile de Jason et le bruit lointain des sirènes qui se rapprochaient. Vanessa m'a finalement regardé, les yeux rouges et gonflés. Ryan, je peux t'expliquer. Non. L'ai-je interrompu d'une voix tranchante. Tu ne peux pas. Parce qu'il n'y a aucune explication qui justifie d'essayer d'empoisonner son propre mari. Je n'essayais pas de te tuer. S'est-elle écriée, les mots sortant dans un sanglot désespéré. Je voulais juste que tu sois assez malade pour signer ces documents. Blake a dit que ce serait rapide, que tu serais confus et faible pendant quelques heures. Puis, Vanessa, rugit Blake en faisant 2 grands pas vers elle. Tais-toi. Mais il était trop tard. Les mots avaient déjà été prononcés. La vérité était là, nue et crue, au milieu de ma salle à manger. Les ambulanciers sont arrivés dans un tourbillon d'activités et de voix professionnelles. Pendant qu'ils s'occupaient de Jason, vérifiant ses signes vitaux et posant des questions rapides, un policier est entré juste derrière eux. Je lui ai tendu l'assiette de nourriture, lui expliquant calmement ce qui s'était passé. Je lui ai montré le message que Jason m'avait envoyé plus tôt, confirmant que je lui avais demandé de venir en urgence. J'ai expliqué que je soupçonnais que la nourriture était empoisonnée et que j'avais délibérément laissé mon frère manger en premier. Le policier a regardé Jason être installé sur une civière, puis Vanessa, toujours recroquevillée sur le sol, puis Blake, qui transpirait maintenant visiblement. « Je vais avoir besoin que vous veniez tous au poste pour faire une déposition », a-t-il dit. Alors qu'on emmenait Jason vers l'ambulance, j'ai réussi à lui tenir la main un instant. « Je suis désolé, mon frère », ai-je murmuré. Je ne savais pas que ça allait être aussi fort. Jason, bien que pâle et tremblant, a réussi à me serrer la main en retour. « Tu savais », murmura-t-il, ses yeux rencontrant les miens avec compréhension. « Tu savais et tu m'as utilisé comme cobaye. » Je ne l'ai pas nié. Je ne pouvais pas. Je te jure que je vais arranger ça. Promis-je. Ce que Jason ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que j'avais bien plus que de simples soupçons. Au cours des 3 derniers mois, depuis que j'avais trouvé le premier cheveu blond de Blake sur mon oreiller, j'avais mené l'enquête. J'avais engagé un détective privé. J'avais installé des caméras cachées à des endroits stratégiques de la maison. J'avais enregistré des conversations. Et j'avais découvert que l'infidélité n'était que la partie émergée de l'iceberg. Blake et Vanessa n'avaient pas seulement une liaison. Ils prévoyaient de me tuer pour s'emparer de ma part de l'entreprise et de l'argent de l'assurance vie. Vanessa hériterait de tout en tant que mon épouse. Blake, en tant que mon associé, reprendrait automatiquement ma participation de 50% dans Miller et Associates, conformément à notre contrat de société. À eux deux, ils auraient environ 5 millions de dollars d'actifs et une société de conseil qui en valait facilement 8 autres millions. Le seul problème, c'était moi. Vivant. Alors que l'ambulance emmenait Jason, je me suis retourné pour voir Blake et Vanessa être placés dans des voitures de police séparées. Vanessa pleurait à chaudes larmes, criant qu'elle était innocente, qu'elle avait été manipulée. Blake restait silencieux, le visage soigneusement neutre, tandis que ses yeux me cherchaient à travers la vitre de la voiture. Dans ce regard, j'ai vu la reconnaissance. Il savait que j'avais découvert la vérité. Et surtout, il savait que j'avais laissé faire exprès. Ce qu'il ne savait pas, c'était tout ce que j'avais réellement découvert. Combien d'appels téléphoniques j'avais enregistrés. Combien de mails j'avais consultés grâce à des méthodes qui ne pouvaient en aucun cas être retracées jusqu'à moi. Combien de documents j'avais copiés depuis son ordinateur au bureau pendant ces nuits où il pensait que j'étais en déplacement. Alors que les voitures de police partaient, j'ai pris ma voiture et j'ai suivi l'ambulance de Jason jusqu'à l'hôpital. En chemin, j'ai passé un coup de fil. Maître Matthews, c'est Ryan Miller. Vous devez mettre en œuvre le plan dont nous avons discuté. Oui, ce soir. Tout est en marche maintenant. J'ai raccroché et j'ai regardé dans le rétroviseur, voyant les lumières de ma maison disparaître au loin. Dans 48 heures, Blake et Vanessa découvriraient que l'empoisonnement de quelqu'un n'était que le moindre de leurs soucis. Car pendant qu'ils s'affairaient à planifier ma mort, je m'affairais à construire le piège parfait. Et ils venaient de marcher droit dedans. La salle d'attente de l'hôpital Arborview sentait le désinfectant et le vieux café. Il était 22h40 lorsque le médecin est enfin sorti de la salle des urgences, retirant son masque chirurgical avec des gestes lents et fatigués. « Monsieur Miller », a-t-il dit, sa voix grave portant le poids d'une mauvaise nouvelle. «
Votre frère est stable, mais son état est grave. La substance ingérée était un mélange de digoxine et de warfarine à des doses qui auraient pu être mortelles s'il avait consommé toute la portion. Je sentis mon estomac se nouer. La digoxine. Un médicament cardiaque qui, en excès, provoque des arythmies mortelles. La warfarine. Un anticoagulant qui provoque des hémorragies internes. Vanessa n'essayait pas seulement de me rendre malade pour que je signe des papiers. Elle essayait littéralement d'arrêter mon cœur. Combien de temps Jason devra-t-il rester hospitalisé? Demandai-je en contrôlant ma voix. Au moins 72 heures pour une surveillance complète. Nous devrons inverser progressivement les effets des médicaments. S'il avait ingéré la totalité de la portion. Le médecin marqua une pause significative. Eh bien, nous aurions une conversation très différente maintenant. J'ai acquiescé, assimilant l'information. 3 jours. 3 jours d'observation à l'hôpital pour Jason, à cause d'un poison qui m'était destiné. Je peux le voir. Jason était relié à un réseau de moniteurs, le bip régulier du défibrillateur remplissant le silence. Ses yeux étaient fermés, mais sa respiration était forte. J'ai tiré une chaise près du lit et lui ai pris la main. « Ryan » murmura-t-il sans ouvrir les yeux. « Tu m'as utilisé comme cobaye. » Il n'y avait aucune accusation dans sa voix, seulement une constatation factuelle. Je savais que quelque chose n'allait pas, admis-je à voix basse. Mais j'avais besoin de preuves concrètes. J'avais besoin que cela se produise devant des témoins, avec des preuves irréfutables. Jason ouvrit les yeux et me regarda avec cette intensité que je connaissais depuis l'enfance. Depuis combien de temps le savais-tu? 3 mois depuis que j'en ai eu la certitude. 6 mois depuis les premiers soupçons. Et tu as attendu. Tu as planifié. Tu m'as mis au milieu de tout ça. J'ai dégluti. Si j'avais simplement confronté Vanessa ou Blake, ils auraient tout nié. Ils auraient caché les preuves. Ils auraient continué d'essayer jusqu'à ce qu'ils y parviennent. Je devais les prendre en flagrant délit, avec des conséquences réelles irréversibles. Jason a refermé les yeux, mais m'a serré la main. Je comprends. La prochaine fois, préviens-moi avant de me transformer en cobaye scientifique. Sa tentative d'humour m'arracha un sourire amer. Mais ce qu'il dit ensuite effaça toute trace de légèreté. Ryan, le médecin m'a dit que la dose que j'ai ingérée aurait suffi à tuer une personne de ton poids en 8 à 12 heures environ. Les symptômes auraient commencé à ressembler à une crise cardiaque naturelle. Si tu avais mangé ça hier soir et que tu t'étais couché. Il n'avait pas besoin de finir sa phrase. Je serais mort pendant mon sommeil. Vanessa aurait appelé les secours le matin, pleurant la mort soudaine de son mari. Le certificat de décès indiquerait arrêt cardiaque. Aucune autopsie n'aurait été demandée. Et Blake et Vanessa seraient ensemble, riches et libres. Mon téléphone a vibré. Un message du détective privé que j'avais engagé il y a 3 mois. Vous devez voir ça. C'est urgent. Je vous envoie les fichiers maintenant. Je me suis excusé auprès de Jason et je suis sorti dans le couloir. Ce qui est apparu sur l'écran de mon téléphone m'a glacé le sang. C'étaient des enregistrements audio. Des conversations entre Blake et Vanessa. J'ai appuyé sur « Play » pour écouter le premier. Nous ne pouvons pas nous tromper cette fois-ci. La voix de Blake semblait tendue. Ryan commence à se méfier. Hier, il a remis en question les virements effectués depuis le compte de l'entreprise. Relaxe-toi, répondit la voix de Vanessa, avec ce ton doux et manipulateur que je connaissais si bien. Après-demain, il sera trop malade pour poser des questions. Et quand il signera la procuration pour que tu gères tout pendant qu'il se remet, nous aurons le contrôle total. Et s'il ne signe pas? Une pause. Puis, la voix de Vanessa, froide comme la glace. Alors nous augmenterons la dose lors du prochain repas. Finalement, son cœur ne tiendra pas le coup. On dira que le stress du travail a fini par avoir raison de lui. La date de l'enregistrement remontait à 5 jours. Je suis passé au suivant. Celui-ci était plus ancien, datant de 2 mois. « Tu es sûr que ton ex-femme ne dira rien ?» demanda Vanessa. Patricia. Blake rit. Elle me déteste, mais elle déteste encore plus Ryan pour avoir obtenu la garde exclusive de leur fille après le divorce. Elle ne posera pas de questions s'il meurt naturellement. En fait, elle s'en réjouira probablement. Mon estomac s'est retourné. Blake utilisait le ressentiment de son ex-femme comme couverture. Patricia avait toujours été problématique, mais je n'aurais jamais imaginé que Blake la gardait près de lui comme alibi potentiel. Le 3e enregistrement a aggravé les choses. Son testament me désigne-t-il toujours comme seul bénéficiaire? Demandait Vanessa. Pour l'instant, oui. Mais s'il commence à avoir des soupçons, cela pourrait changer.
C'est pourquoi nous devons agir rapidement. Et l'entreprise. Le contrat de société est clair. En cas de décès ou d'incapacité permanente d'un associé, l'autre prend automatiquement la relève. Ryan a été assez stupide pour signer cela lorsque nous avons créé l'entreprise il y a 8 ans. Il n'aurait jamais imaginé que je m'en servirais contre lui. Le rire de Blake résonna dans l'enregistrement, un rire que je connaissais pour l'avoir entendu lors de milliers d'apéritifs et de réunions d'affaires. Le rire d'un homme qui prévoyait de me tuer depuis des mois. Mais c'est le dernier enregistrement qui m'a brisé. Es-tu sûr de l'aimer? La voix de Blake semblait incertaine. Blake, j'ai épousé Ryan pour la stabilité financière. Pour les relations professionnelles de son père. Pour la maison. Pour le statut. Je n'ai jamais aimé cet homme pathétique. Tu crois vraiment que j'aurais passé 4 ans à dormir à ses côtés si ce n'était pas pour l'argent? Chaque mot était un couteau. Quand tout cela sera terminé et que nous aurons tout, nous pourrons enfin être ensemble, dit Blake. Sans nous cacher, sans mensonge. Sans Ryan, compléta Vanessa. Sans Ryan, confirma Teil. L'enregistrement se terminait par des sons que je n'avais pas besoin d'entendre pour savoir ce qu'il faisait. Je m'appuyais contre le mur froid de l'hôpital, les jambes faibles. 4 ans. 4 ans de mariage basé sur des mensonges, de la manipulation et de la cupidité. Mon téléphone sonna. C'était l'avocat Matthews. Ryan, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, dit-il dès que je répondis. Ces documents que vous m'avez demandé d'examiner? Le testament que vous avez signé il y a 2 ans? Oui. Il a été modifié. Quelqu'un ayant accès à votre ordinateur a apporté des modifications subtiles à l'aide d'une copie numérique. Les modifications ont été datées et authentifiées électroniquement, mais la signature numérique n'est pas la vôtre. C'est une très bonne contrefaçon, mais c'est une contrefaçon. J'ai senti la colère monter en moi comme de la lave. Quel genre de modification? Vanessa passe de bénéficiaire de 50% à 100% de vos biens. Et il y a une nouvelle clause qui autorise Blake à devenir l'exécuteur testamentaire si elle devient émotionnellement incapable de gérer la succession. Ils avaient tout planifié, jusqu'à falsifier des documents juridiques pour s'assurer de garder chaque centime. Est-ce suffisant pour les poursuivre pour fraude? Demandai-je. C'est suffisant pour les envoyer en prison pour longtemps. Surtout si on ajoute la tentative de meurtre d'aujourd'hui. Je pris une profonde inspiration. La salle d'attente était désormais vide, à l'exception d'une infirmière qui changeait de quart. Matthews, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Quoi? Je veux que vous givriez tous mes comptes. Tous. Personnel, professionnel, investissement, tout. Maintenant. Cela va les alerter que vous savez. Exactement. Je veux qu'ils le sachent. Je veux qu'ils paniquent. Les gens désespérés commettent des erreurs. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Ryan, qu'est-ce que tu mijotes? Je regardais par la fenêtre la ville illuminée à l'extérieur. Seattle la nuit, avec ses lumières et ses promesses. La ville où j'avais bâti mon entreprise. Où j'avais rencontré Blake. Où j'avais épousé Vanessa. La ville où j'ai failli mourir empoisonné par la femme qui jurait m'aimer. Je ne prévois pas seulement de les exposer, Matthews. Je vais détruire chaque aspect de leur vie. Systématiquement et complètement. Cela ressemble à de la vengeance. Non, ai-je corrigé. La vengeance serait émotionnelle et impulsive. Ceci est la justice. Calculée et inévitable. J'ai raccroché et je suis retourné dans la chambre de Jason. Il était réveillé, manipulant son téléphone avec difficulté. « Mec, tu dois voir ça », m'a-t-il dit en me montrant l'écran. Les médias locaux ont déjà repris l'histoire. Un cadre et sa femme arrêtés après un empoisonnement. C'est partout. Je pris le téléphone. L'article était accompagné d'une photo de Blake et Vanessa montés dans les voitures de police. Son visage était rouge à force d'avoir pleuré. Le sien était soigneusement neutre. Mais c'est la dernière ligne de l'article qui attira mon attention. Des sources policières confirment que le couple fait également l'objet d'une enquête pour fraude d'entreprise et falsification de documents. Plus d'informations à venir. J'ai souri. Le détective privé faisait son travail, alimentant la presse avec des fuites stratégiques. Jason, ai-je dit en lui rendant le téléphone. Je dois te dire quelque chose. Et je lui ai tout raconté. Les 3 mois d'enquête. Les caméras cachées. Les enregistrements. Le testament falsifié. Leur plan pour me tuer et tout garder. Quand j'eus terminé, Jason me regardait avec un mélange d'horreur et d'admiration. Tu as rassemblé des preuves pendant tout ce temps. C'est pour ça que tu ne les as pas confrontés avant.
Une confrontation sans preuve n'est que du théâtre. J'avais besoin d'un dossier en béton. Quelque chose qu'aucun avocat coûteux ne pourrait contourner. Et maintenant? Maintenant, répondis-je, sentant la détermination se renforcer en moi. Maintenant, je vais montrer à Blake et Vanessa que sous-estimer quelqu'un est la plus grande erreur qu'ils puissent commettre. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message de l'enquêteur. J'ai réussi à accéder à son ordinateur portable personnel. Vous n'allez pas croire ce que j'ai trouvé. Les fichiers commencèrent à arriver. Des emails. Des feuilles de calcul. Des photos. La première feuille de calcul montrait des transferts d'argent du compte de l'entreprise vers un compte aux îles Caïmans au nom d'une société écran. 340 000 $ sur 18 mois. Les emails étaient entre Blake et un contact à Miami, discutant de l'achat d'une propriété sur la plage. Pour quand tout sera réglé à Seattle, disait l'un d'eux. Les photos montraient Vanessa et Blake dans un complexe hôtelier à Cabo San Lucas. Elles dataient du mois dernier, alors qu'elle disait rendre visite à sa mère malade à Portland. Ils dépensaient déjà mon argent. Ils vivaient déjà la vie qu'ils avaient prévue après ma mort. La haine que j'ai ressentie était si intense que j'ai dû m'asseoir. « Ryan » demanda Jason, inquiet. « Ça va ?»« Non » admis-je. « Mais ça ira. » Je passai les 2 heures suivantes dans le couloir de l'hôpital, au téléphone avec Matthews, l'enquêteur, le comptable de l'entreprise et un spécialiste des crimes financiers recommandé par Matthews. Chaque appel révélait une nouvelle couche de trahison. Un nouveau crime. De nouvelles preuves. Blake avait utilisé l'entreprise pour blanchir l'argent d'investisseurs douteux. Vanessa avait ouvert des cartes de crédit à mon nom et accumulé 80 000 $ de dettes dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Ensemble, ils avaient vendu des secrets commerciaux de notre entreprise à des concurrents. Ce n'était pas seulement un meurtre qu'ils planifiaient. C'était une destruction totale. À 3 heures du matin, je suis enfin rentré chez moi. La maison que je partageais avec Vanessa, désormais marquée d'un ruban de police, est vide. Je suis monté dans la chambre. Notre chambre. Le lit où nous avions dormi ensemble pendant 4 ans. J'ai ouvert son placard. Des vêtements coûteux, des chaussures de marque, des bijoux qu'elle avait hérités de sa grand-mère, mais que je savais désormais avoir été achetés par Blake. Au fond, derrière une boîte à chaussures, j'ai trouvé un ordinateur portable caché. L'ordinateur portable dont l'enquêteur avait parlé. Je l'ai allumé et le mot de passe s'était enregistré. Vanessa a toujours été négligente en matière de sécurité numérique. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur a fait s'effondrer mes dernières illusions. Un journal intime numérique. Des entrées datant d'avant même notre mariage. Ryan est parfait, disait la première entrée, datant d'il y a 5 ans. Riche, naïf, amoureux. Il sera facile de le manipuler pour qu'il se marie. Blake dit que nous devons attendre au moins 3 ans avant d'exécuter le plan. Il faut que cela ressemble à un vrai mariage. 3 ans de planification. Ils étaient ensemble avant même que je rencontre Vanessa. J'ai continué à lire, chaque entrée plus douloureuse que la précédente. Ryan croit tout ce que je lui dis. C'est pathétique comme c'est facile. J'ai convaincu Ryan de prendre Blake comme associé. Nous avons désormais un accès direct à l'argent. Ryan m'a offert un collier en diamant pour mon anniversaire. Je l'ai vendu et j'ai mis l'argent sur le compte aux îles Caïmans. Il ne s'en rendra même pas compte. La dernière entrée datait de 3 jours. C'est demain le grand jour. J'ai préparé un repas spécial. Ryan va manger, il va être malade, et nous allons enfin pouvoir nous débarrasser de lui. J'en ai assez de faire semblant. J'en ai assez de devoir l'embrasser, de dormir à ses côtés, de jouer le rôle de l'épouse aimante. Blake m'a promis qu'après cela, nous n'aurons plus jamais à mentir. Nous serons libres et riches. Je refermai le portable, les mains tremblantes. C'est à ce moment-là, assis dans l'obscurité de ma chambre, entouré des restes d'un mariage qui n'avait jamais été réel, que je pris ma décision finale. Il ne suffirait pas de les envoyer en prison. Il ne suffirait pas de récupérer mon argent. J'allais détruire chaque aspect de leur vie, tout comme ils avaient essayé de détruire la mienne. Blake perdrait son entreprise, sa réputation, ses contacts, tout ce qu'il avait construit à mes dépens. Vanessa perdrait sa liberté, son style de vie, l'image soigneusement cultivée de l'épouse parfaite. Et je m'assurerais que tout le monde sache exactement quel genre de personne ils étaient vraiment. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé Matthews. « J'ai besoin que tu fasses encore quelque chose pour moi », lui ai-je dit. « Et cette fois, je ne te demanderai pas d'être discret. Je veux que ce soit public. Je veux que ce soit dévastateur. » Ryan, Matthews hésita. « Tu es sûr ? Une fois qu'on s'engagera dans cette voie. »« J'en suis absolument sûr. Ils ont essayé de me tuer, Matthews. Ils ont empoisonné mon frère.
Ils ont volé mon entreprise. Ils ont détruit 4 années de ma vie. Et ils en ont ri tout le long. Ma voix était froide et maîtrisée, mais chaque mot portait le poids de ma détermination. Je veux qu'ils en subissent toutes les conséquences. Je veux qu'ils perdent tout, comme ils avaient prévu que je perde tout. Et je veux que ce soit suffisamment lent pour qu'ils comprennent exactement pourquoi cela leur arrive. Matthews soupira. Alors nous aurons besoin d'une stratégie plus agressive. Je connais quelques personnes qui peuvent nous aider. Des journalistes, des auditeurs, et même quelques contacts au FBI pour les crimes financiers. Faites ce qu'il faut. Je raccrochai et regardai par la fenêtre. Le soleil commençait à se lever sur Seattle, peignant le ciel de tons orange et rose. Un nouveau jour. Le premier jour du reste de ma vie. Le premier jour de leur chute. Blake et Vanessa ne le savaient pas encore, mais pendant qu'ils étaient en prison en attendant leur caution, j'avais déjà dit longueur d'avance, construisant le piège qui les engloutirait complètement. Et contrairement à eux, je n'avais pas besoin de poison ou de mensonge. Juste de la vérité. Et la vérité, une fois révélée dans son intégralité, serait plus destructrice que n'importe quelle substance chimique. Le lendemain matin, Blake et Vanessa ont obtenu leur caution. 50 000 $ chacun, payés par des avocats coûteux dont je savais exactement d'où venait l'argent, du compte bancaire de notre entreprise. Mon entreprise. J'ai reçu la notification de la banque à 7 heures du matin. 100 000 $ transférés au cabinet d'avocats Mitchell & Stone, spécialisé dans la défense pénale des cols blancs. J'ai souri en buvant mon café à l'hôpital aux côtés de Jason, qui allait déjà mieux mais était toujours relié à des moniteurs. Ils ont utilisé l'argent de l'entreprise pour payer la caution. Ai-je commenté en lui montrant l'écran de mon téléphone portable. Jason a sifflé doucement. N'est-ce pas un clou de plus dans le cercueil? C'est le clou que j'attendais. J'ai immédiatement appelé Matthews. Ils viennent de commettre un détournement de fonds. Utilisation abusive de fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Je veux que tu documentes cela et que tu l'ajoutes aux accusations. Je m'en occupe, a répondu Matthews. Mais Ryan, il y a quelque chose que tu dois savoir. Leur avocat a déposé une motion alléguant que vous avez tout orchestré. Que vous avez manipulé Jason pour qu'il mange la nourriture intentionnellement, que vous avez placé des preuves, que vous fabriquez un récit de vengeance. Je m'y attendais. Blake était prévisible lorsqu'il était acculé. Très bien. Laissez-les suivre cette ligne de défense. Cela facilitera la suite. J'ai passé les 48 heures suivantes à transformer ma maison en centre d'opération. La table à manger était couverte de documents, l'ordinateur portable ouvert avec des feuilles de calcul et des enregistrements, le téléphone sonnait sans arrêt. Le détective privé, un ancien policier nommé Morrison, avait fait un travail exceptionnel. Chaque appel téléphonique de Blake au cours des 6 derniers mois était documenté. Chaque connexion au système de l'entreprise. Chaque virement bancaire suspect. Mais j'avais besoin de plus. Morrison. Ai-je dit au téléphone cet après-midi-là. J'ai besoin que vous trouviez Patricia. L'ex-femme de Blake. Exactement. Blake a mentionné dans les enregistrements qu'elle me déteste. Je veux savoir pourquoi. Et je veux savoir ce qu'elle sait sur ses affaires. 2 jours plus tard, Morrison est revenu avec des informations dévastatrices. Non seulement Patricia détestait Blake, mais elle avait également toute la documentation sur le système de blanchiment d'argent qu'il avait mis en place avant même que nous devenions associés. Elle avait tout gardé en sécurité pour l'empêcher d'utiliser leur fille comme arme dans le divorce. Elle veut te parler, m'a dit Morrison. En personne. J'ai rencontré Patricia dans un café discret à Bellevue. Elle avait 43 ans, les cheveux gris coupés courts, les yeux fatigués de quelqu'un qui avait trop vécu. Alors tu as enfin découvert quel genre de serpent est vraiment Blake, dit-elle sans préambule, posant un épais dossier sur la table entre nous. J'ai découvert qu'il essaie de me tuer et de voler mon entreprise. Patricia a ri, d'un rire amer. C'est tout Blake. C'est exactement ce qu'il a fait à son ancien associé, avant vous. Un type appelé Richard Chen. Il est mort d'une crise cardiaque soudaine, à l'âge de 37 ans. Blake a hérité de sa part de l'entreprise. 3 mois plus tard, il me demandait en mariage. Mon sang s'est glacé. Tu veux dire que Blake a déjà fait ça auparavant? Je ne peux pas le prouver. Mais Richard était en bonne santé, marathonien, sans antécédents cardiaques dans sa famille. Et quelques semaines avant sa mort, il m'avait dit que Blake faisait pression sur lui pour qu'il signe de nouveaux documents sociaux. J'ouvris le dossier. À l'intérieur, il y avait des copies de documents d'entreprise, des emails, et même des photos de Blake avec des personnes que je reconnus comme étant des figures du crime organisé de Seattle. Pourquoi avez-vous gardé tout ça? Ai-je demandé. Parce que Blake a menacé de m'enlever ma fille si je disais quoi que ce soit pendant le divorce.
Il a dit qu'il avait des contacts qui pourraient me faire passer pour une mère instable. Alors je me suis tu, j'ai accepté le misérable accord qu'il m'a proposé, et j'ai gardé tout ça en attendant le jour où je pourrais m'en servir. Elle m'a regardé intensément. Ce jour est arrivé, Ryan. Détruis-le. Complètement. Je suis rentré chez moi avec le dossier de Patricia et une nouvelle compréhension de la profondeur de la sociopathie de Blake. Ce n'était pas seulement un traître opportuniste. C'était un prédateur en série qui avait perfectionné sa méthode au fil des ans. Et j'avais failli être sa prochaine victime. Ce soir-là, Jason est sorti de l'hôpital. Alors que je l'aidais à s'installer dans la chambre d'amis de ma maison, il a remarqué l'expression sur mon visage. Que s'est-il passé? Tu as découvert quelque chose de pire? Je lui ai parlé de Patricia. De Richard Chen. Du schéma. Jason est devenu pâle. Ryan, tu te rends compte de ce que cela signifie? Tu dois aller voir la police. Blake est vraiment dangereux. Je sais. Et c'est exactement pour cela que je ne peux pas simplement le livrer à la police et attendre que la justice fasse son travail. Je dois m'assurer que chaque crime, chaque victime, chaque mensonge soit exposé publiquement. Il faut que ce soit si complet qu'aucun avocat coûteux ne puisse le blanchir. J'ai passé la semaine suivante à constituer un dossier qu'il serait impossible d'ignorer. J'ai travaillé avec Matthews pour tout organiser dans un ordre chronologique parfait. L'affaire Richard Chen. Les stratagèmes de blanchiment d'argent. Les virements frauduleux. Les enregistrements de Blake et Vanessa planifiant mon assassinat. Le testament falsifié. Tout. Pendant ce temps, Blake et Vanessa étaient libres sous caution, pensant pouvoir contrôler le récit. Blake a accordé une interview à un journal local, affirmant être victime d'un associé paranoïaque et vengeur. Vanessa a publié sur les réseaux sociaux des messages sur les faux accusateurs et la vraie justice. Chacun de leurs mouvements était surveillé. Chaque déclaration publique était documentée. Chaque mensonge était répertorié. Si vous suivez cette série de révélations choquantes, sachez que ce qui va suivre montrera que la patience et la stratégie l'emportent toujours sur l'impulsivité et l'arrogance. À la veille de l'audience préliminaire, j'ai reçu un appel inattendu. Ryan Miller, demanda une voix féminine inconnue. Qui est-ce? Je m'appelle Dr. Elena Rost. Je suis médecin légiste. J'ai travaillé sur l'affaire Richard Chen il y a 8 ans. Je viens de voir votre nom dans les actualités en lien avec Blake Donovan et j'ai besoin de vous parler. C'est urgent. Nous nous sommes rencontrés 1 heure plus tard. Le docteur Rost avait 60 ans. Elle venait de prendre sa retraite et portait une boîte contenant d'anciens dossiers. À l'époque du décès de Richard Chen, quelque chose m'avait troublé dans le rapport, expliqua-t-elle. Les niveaux de digoxine dans son sang étaient élevés, mais pas suffisamment pour ordonner une enquête approfondie. J'ai classé le cas comme mort naturelle due à une arythmie. Mais je n'ai jamais pu l'oublier. Elle ouvrit un dossier contenant les résultats toxicologiques. Quand j'ai vu que Blake Donovan était accusé d'avoir empoisonné quelqu'un avec de la digoxine, je suis allé consulter les archives. Richard Chen présentait les mêmes symptômes. Exactement le même schéma. C'était le lien qui manquait. La preuve que Blake avait déjà fait cela auparavant. Docteur, seriez-vous prête à témoigner à ce sujet? J'ai déjà contacté le procureur. Richard mérite que justice soit faite, même 8 ans après. Le matin de l'audience, je suis entré dans la salle d'audience avec Matthews à mes côtés et 3 volumineux dossiers de preuves. Blake et Vanessa étaient de l'autre côté de la salle avec leurs avocats coûteux, affichant une confiance théâtrale devant les caméras. Blake m'a vu et m'a souri. Ce sourire que je connaissais si bien. Le sourire de quelqu'un qui pensait encore avoir le contrôle. Il ne savait pas que Patricia était dans la salle. Que le docteur Rost attendait dans les couloirs. Que Morrison avait 6 autres témoins prêts à témoigner. Il ne savait pas que chaque seconde d'arrogance était enregistrée, documentée, prête à être utilisée contre lui. Alors que le juge entrait et que tout le monde se levait, j'ai regardé Blake une dernière fois. Cette fois, c'est moi qui ai souri. Car enfin, après des mois de planification méticuleuse, de collecte silencieuse de preuves, de transformation de la douleur en stratégie, le jeu avait complètement basculé. Et contrairement à lui, je n'avais pas besoin de poison pour détruire mon ennemi. J'avais seulement besoin de la vérité. Et de patience pour la révéler au moment parfait. Ce moment était arrivé. Le procureur a commencé par présenter les enregistrements audio. La voix de Blake a résonné dans la salle d'audience, froide et calculatrice. Ryan sera trop malade pour remettre quoi que ce soit en question. Et quand il signera la procuration, nous aurons le contrôle total. J'ai vu Vanessa se recroqueviller sur la chaise des accusés, les mains tremblantes. Blake est resté immobile, mais une veine palpitait sur son front.
Alors nous augmenterons la dose au prochain repas, continua la voix de Vanessa dans l'enregistrement. Son cœur ne tiendra pas le coup. Des murmures éclatèrent dans la salle. Le juge frappa son marteau, rétablissant l'ordre. Matthews se leva, sa voix remplissant la salle. Votre honneur, j'aimerais appeler le premier témoin. Patricia Donovan. Blake tourna la tête si vite qu'il faillit se faire mal au cou. Son regard croisa celui de Patricia alors qu'elle se dirigeait vers la barre des témoins. Êtes-vous l'ex-épouse de l'accusé Blake Donovan? Demanda Matthews. Oui, j'ai été marié avec lui pendant 7 ans. Et pendant cette période, avez-vous eu connaissance de ses activités criminelles? Patricia ouvrit le dossier qu'elle avait apporté. Blake dirigeait un réseau de blanchiment d'argent par le biais de sociétés fictives. J'ai tout documenté lorsque je l'ai découvert. Je n'ai rien dit parce qu'il a menacé de m'enlever ma fille. Les avocats de Blake se levèrent en criant, mais Matthews était déjà en train de présenter des documents au juge. Des virements bancaires. Des emails. Des photos de Blake avec des figures connues du crime organisé. Objection. Rugit l'avocat de Blake. Cela n'a aucun rapport avec l'affaire en cours. Au contraire, répondit calmement Matthews. Cela établit un schéma de comportement criminel et de préméditation. Le juge examina les documents. Objection rejetée. Continuez. Matthews sourit. Mademoiselle Donovan, avez-vous connu Richard Chen? Blake devint blanc comme un linge. Oui. Il était l'associé de Blake avant Ryan. Il est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 37 ans. Blake a hérité de sa part de l'entreprise. Et soupçonniez-vous quelque chose dans cette mort? Richard était en bonne santé. C'était un marathonien. Quelques semaines avant sa mort, il m'a dit que Blake faisait pression sur lui pour qu'il signe de nouveaux documents sociaux. Matthews hocha la tête. J'aimerais maintenant appeler le docteur Elena Rost. La médecin légiste à la retraite s'approcha avec une boîte contenant d'anciens dossiers. Docteur Rost, avez-vous travaillé sur le cas de Richard Chen il y a 8 ans? Oui. J'ai classé ce décès comme naturel, mais quelque chose m'a toujours dérangé. Les niveaux de digoxine étaient élevés. Elle ouvrit les résultats toxicologiques et les projeta sur l'écran. Quand j'ai vu que Blake Donovan était accusé d'avoir empoisonné quelqu'un avec de la digoxine, j'ai réexaminé l'affaire Chen. Les schémas sont identiques. La salle explosa. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leur clavier. Blake enfouit son visage dans ses mains. Vanessa se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de terreur pure. Car elle avait enfin compris, Blake avait déjà tué auparavant. Et elle avait été la complice d'un tueur en série. Matthews tourna son attention vers Blake. Monsieur Donovan, j'aimerais vous poser quelques questions. Blake refusa de répondre, invoquant son droit au silence. C'est alors que je me suis levé. Votre honneur, puis-je faire une déclaration? Le juge a hésité, puis a acquiescé. Je me suis avancé vers l'avant de la salle, fixant Blake droit dans les yeux. Pendant 3 mois, j'ai documenté chaque mensonge, chaque virement frauduleux, chaque plan visant à me tuer. J'ai installé des caméras chez moi. J'ai enregistré des conversations. J'ai engagé des enquêteurs. Vous pensiez que j'étais une proie facile, mais vous avez sous-estimé quelque chose de fondamental. Je fis une pause, laissant mes mots résonner. J'ai appris auprès des meilleurs. Des hommes d'affaires qui ont bâti des empires grâce à leur stratégie et leur patience. Vous avez planifié ma mort pendant des mois. J'ai planifié votre chute avec la même détermination. Blake me regarda enfin, et dans ses yeux, je vis de la reconnaissance. Pas de la défaite, mais d'un respect pervers. Tu savais, murmura-t-il, assez fort pour que le micro capte ses paroles. Tu savais depuis le début. Depuis le jour où j'ai trouvé des cheveux blonds sur mon oreiller. Depuis le premier virement suspect. Je savais. Et j'ai attendu. Parce que j'avais besoin que vous vous sentiez suffisamment en sécurité pour commettre l'erreur fatale. Vanessa sanglotait bruyamment. Ryan, je suis désolé. Non, tu n'es pas désolé. Tu es désolé d'avoir été prise. Matthews présenta la dernière pièce à conviction, l'ordinateur portable de Vanessa contenant son journal intime numérique. Ryan est parfait. Riche, naïf, amoureux, lut-il à haute voix. Il sera facile de le manipuler pour qu'il se marie. Chaque entrée du journal fut lue. 5 années de mensonges méticuleusement documentés par Vanessa elle-même. Lorsque Matthews eut terminé, le silence dans la salle était absolu. Le juge retira ses lunettes et les nettoya lentement. En 23 ans de carrière, j'ai rarement vu un acte aussi clairement prémédité et aussi élaboré. Il se tourna vers Blake et Vanessa.
Vous n'avez pas seulement tenté de commettre un homicide. Vous avez falsifié des documents, détourné des fonds de l'entreprise et, apparemment, Monsieur Donovan, il existe des preuves solides que ce n'était pas votre première victime. Blake ferma les yeux. Je refuse la caution. Les accusés resteront en détention jusqu'à la fin du procès. Alors que les agents emmenaient Blake et Vanessa menotter, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. Vous avez ruiné nos vies, a-t-elle craché. Je l'ai regardée sans ciller. Non. J'ai simplement révélé qui vous avez toujours été. Jason m'attendait dans le couloir quand je suis sorti. Il était encore pâle, mais debout. C'est fini, demanda-t-il. C'est fini. Mais alors que nous sortions du tribunal, mon téléphone sonna. C'était Morrison, l'enquêteur. Ryan, il y a autre chose que vous devez savoir. À propos de la famille de Blake et d'un fonds offshore que nous avons découvert. Je levai les yeux vers le ciel bleu de Seattle. Apparemment, la chute de Blake serait encore plus grande que je ne l'avais imaginé. Et je serai là pour m'assurer que chaque secret, chaque crime, chaque mensonge soit révélé au grand jour. Car il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de rendre justice. 3 mois plus tard, Blake a été condamné à 18 ans. Vanessa, à 12 ans. J'ai fermé Miller et Associates et je suis reparti de zéro. Chen et Associates aident désormais les entreprises à détecter les fraudes. Jason s'est complètement rétabli et est devenu mon associé. Patricia a obtenu la garde de Sophie. Nous avons découvert que Blake avait 2 autres victimes. Le FBI a rouvert les dossiers. 1 an plus tard, je suis en paix. Je ne ressens aucune haine, seulement la tranquillité d'esprit de quelqu'un qui a bouclé un cycle. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de justice et de dépassement de soi. So, we have an island that is geologically split in two, lacking the volcanic soil of its neighbors, battered by typhoons. I was on the typhoon side, and then like there was one year where I think I've shown you guys like the videos as well, where like the craziest torrential rain in like decades arrived and started flooding everything in the prefecture, and the river that I live right next to, like straight up almost, like it was insane. It almost flooded over. Like I almost had to evacuate. It was crazy. In the south, parched by drought in the north, and guarded by a fortress of mountains. It snows in the like center. fuck in the mountains It's a too. breathtaking, beautiful piece of geography, but it's not a geography designed for a modern population boom. But to understand why Shikoku remains empty snows a today, lot, we have to too. look at how this island shaped the people who tried to tame it originally. The geography of Shikoku isolated people so effectively that neighbors just miles apart couldn't really communicate or understand each other. And honestly, traveling without knowing the local language can feel just as isolating. That's why, for my travels in Hold on, what 2026, is it? I'm using the Chinese government wasn't interested in connection. They were interested in containment. They used the isolation of Shikoku for a much darker purpose. Land of Exiles? For Wait, hold thousands of on. years, Shikoku wasn't a single I didn't entity get according to exiled. the I Japanese chose court to- in I didn't Kyoto choose to or go the there, but shoguns in Edo. I got placed It was there, viewed but- as Shikoku, literally the 4 provinces. Historically, these provinces were Awa, Tosa, Sanuki, and Iyo. Because the Iyo, central yeah. mountains were so My- impassable, My bank is called EO Bank because I still have my Inaka Bank from there. these 4 regions developed almost entirely independent from one another. A person from the humid, rebellious coast of Tosa, modern-day Kochi, had more in common with the ocean. Tosa is sick, and they're really famous because the. Do you guys ever heard of Sakamoto Ryuichi? No, sorry, no, that's not the wrong one. What's his name? Fuck, the guy, the samurai dude who fucking united the clans and like want to get. Fuck is his name? Hold on. Sakamoto Ryoma. Ryoma, right? Yeah, Sakamoto Ryoma is his name. Ryuichi's the pianist. And they did with a merchant from Sanuki, modern-day Kagawa. Just a few dozen Tom kilometers Cruise? to the north. Okay, all right, They dude. spoke different dialects. Sakamoto Modern-day Ryoma is from Tosa. Kagawa. Shohei Just a few dozen Ohtani. kilometers to the north. They spoke different dialects, ate different foods, and served different feudal masters. Bro, the But dialects in to the Shikoku are central powers on the insane. main island of Honshu, Like, they're Shikoku so served different. One primary, somewhat dark purpose. It was a prison. Because Shikoku was separated from the capital by the inland sea, it was considered the perfect holding cell for high-profile political enemies. It was Like close enough to monitor, me. but far enough away that a rebellious noble who escaped couldn't easily march an army back to Kyoto. The most famous, tragic figure of this era was Emperor Sutoku. In the 12th century, after losing a power struggle for the throne,
he was banished to the northern plains of Shikoku. Legends say that he spent his final years writing sutras in his own blood, cursing the court that rejected him, before dying. You're in more misery. low For profile? centuries, Alright, this was dude. Shikoku's reputation, a beautiful cage Like it for was the his unwanted. POW camp. However, the island's spiritual history offered a counter-narrative to its political one. While the emperors in Kyoto saw a prison, a monk named Kukai saw a sanctuary. Kukai, known posthumously as Kobo Daishi, is perhaps the most important religious know figure any in of these. Japanese history. Born in Shikoku in the 8th century, he established Shingon Buddhism, but his legacy on the island is physical. The He 88, right? established the Shikoku Pilgrimage, a Yeah, grueling yeah. 1,200-kilometer loop connecting 88 Bro. temples around the island's Monks literally do this pilgrimage and walk the entire thing. It's crazy. perimeter. This pilgrimage is crucial to understanding the island's development. For 1,000 years, the It's only insane. real infrastructure connecting the 4 disjointed provinces wasn't a trade road or a highway. It was a dirt path for pilgrims. While the rest of Japan was building the Great Tokaido Road to connect economies, A friend of mine did Shikoku this? was maintaining a Damn! road for pilgrims. It created a culture of hospitality known as setai, Rip the where monk locals knees, give food yeah. and lodging to weary walkers. But it did little to spur the kind of urban density seen in Osaka or Edo, today Tokyo. As Japan moved into the feudal era, the isolation of Shikoku began to breed a unique kind of toughness. Not sure if we did the full thing. Even if we did particularly in the a south. bunch of it, it'd the be Tosa crazy. Domain, isolated by those jagged mountains and facing the open Pacific, developed a fierce, independent streak. They were so removed from the center of power that they developed a distinct class system and a simmering resentment toward the shogunate ruling from Edo. This Yeah. brings us to the great irony of Shikoku's history. In the mid-19th Sakamoto century, when the black Ryoma. ships of the United States arrived and forced Japan to open its borders, it wasn't the polished Open elites of the Tokyo country. who led the revolution. It was the country